Tous et ravi de vous retrouver pour un live. Ça fait un petit bout de temps en effet. Donc aujourd'hui on va parler de NFT et de DeFi, un peu des deux, on va mélanger tout. Euh, donc désolé, j'espère que je vais essayer de rester le plus cohérent possible, mais je suis un peu faiblard dernièrement, je sais pas encore exactement ce que j'ai. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire le live cette semaine, comme ça on tarde pas sur la reprise plus que ça. Et j'ai fait un plan encore plus détaillé que d'habitude pour éviter de me perdre en route autant que possible, parce que j'ai encore un peu du mal à mobiliser tous mes neurones, on va le dire comme ça. Donc aujourd'hui, je voulais parler de pas mal de sujets. Je vous ai mis un peu le menu sur Twitter. Mais qu'est-ce que j'ai au menu? J'ai le East Leaderboard, là, que je trouvais ça assez intéressant pour penser un peu le côté Web3 social. Il y a une release plus, disons, technique, mais qui va avoir des conséquences réelles, qui est CryptoStats. Je voulais en parler aussi. Et en DeFi, enfin, parler du Squeeze, que je trouve qu'il n'a pas été beaucoup couvert, alors que c'est un produit très intéressant. Un bon truc de dégène, bien sûr, hein, mais ça reste euh, techniquement intéressant, en tout cas. Et côté NFT, je voulais vous parler de LuxRare, bien sûr, hein, dur de faire un point NFT sans parler de ça. Et des Lucha, puisque là aussi il y a pas mal de choses. Et j'ai quelques autres trucs comme ça. Et aussi, je suis tombé sur un papier de recherche académique sur la culture développée au sein de l'écosystème Ethereum et Bitcoin. Donc autant vous dire déjà très heureux que ça commence à susciter de la recherche académique. Et donc du coup, bah, je vous propose, ça sera plutôt à la fin, qu'on en discute un peu. C'est pas forcément un truc qui va vous fasciner, c'est un peu long et tout ça. Mais il faut comprendre que c'est une chose quand même positive dans l'ensemble, que les académiques, les universitaires, s'intéressent à ça, et pas que au côté cryptographie, technique, des choses comme ça, mais aussi au côté culturel, parce que ça montre aussi, ça rejoint un peu le point qu'on fait depuis les 2 ans que je vous parle sur YouTube puis sur Twitch, grosso modo, qui est bah, la finance, c'est le niveau 0/1, quoi. Mais le but du jeu, c'est un nouveau contrat social. Et ça implique tout. Ça implique la politique, la culture, l'économie, le légal et tout un tas d'autres trucs encore. Mais je m'emballe déjà. Putain, on n'est même pas à 3 minutes dans le live. Donc bonjour à tous, ça fait plaisir de voir que vous êtes là nombreux. On a les habitués. Euh, ouais, on va partir tranquillement. Alors, ouais, un peu plus tôt que d'habitude, là, on casse tous les codes, hein. Comme c'était DeFi et NFT, je me suis dit, bon, allez, on va le mettre le mercredi, vu que le mardi c'est DeFi, le jeudi c'est NFT. Hop, on fait un entre-deux. Mais ouais, comme je vous disais, voilà, c'est un peu plus décontracté que d'habitude. C'est pour faire la. Voilà, pour reprendre les lives tranquillou avec vous, avec un petit truc où je me fais plaisir et je peux le caler. Parce que cette semaine, ça va être un peu dense pour moi. Mais après, on va revenir sur un rythme plus serein. Et oui, oui, on va parler de. Alors, Curve, on va pas en parler aujourd'hui. Désolé, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais on va avoir d'autres contenus sur la Curve Wars. Et puis de toute façon, vous avez déjà pas mal de choses, hein, ça n'a pas vraiment changé en soi. Et allez, je me fais le petit flex, mais vous avez eu le mérite d'être tenu au courant. Allez, on va le dire comme ça, 8 mois avant le mainstream large DeFi. Ça, c'est sûr, puisque ça date de quoi, mars ou des trucs comme ça, mes premières choses sur Curve. Et de manière assez explicite dès juin-juillet. Donc voilà, vous avez déjà de quoi faire. Mais on va revenir après sur. Moi, je voulais vous parler de Warden de Paladin. Donc ça, on va faire un truc dessus prochainement. Je suis en train de préparer ça. Et peut-être après ça, du coup, un marathon 3. Du coup, ça serait le troisième, ouais. Un troisième marathon cœur avec Charlie. Mais là, je vous avoue que j'aimerais bien le faire, moi, une fois que donc les Factory V2 sont là et le jeu CRV Cross-Chain est un peu lancé, quoi. Ça serait l'idée. Donc d'ici quelques semaines, moi. Donc voilà. Et pour aujourd'hui, ben, je me suis dit que j'allais vous croiser les NFT et la DeFi. Parce que je trouve que... bah tiens, on va peut-être commencer par ça, en fait. On est parti là-dessus. Allez. On va creuser les NFT et la DeFi parce que je trouve qu'en fait, il y a de plus en plus de sujets qui s'y prêtent merveilleusement bien. Et un de ceux qui est un peu l'emblème de ça, c'est LuxRare. Donc, juste pour remettre le contexte pour ceux qui ont passé une semaine dans une cave, LuxRare, c'est à peu près la première alternative crédible à OpenSea qu'on a vu popper. Hop, je vous mets un peu de lumière, je me rends compte que je suis sombre. Et donc, il y a pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là. Alors, déjà dans une perspective, on va dire, purement NFT, on a affaire quand même à un site
assez bien foutu, faut le reconnaître, des filtrations assez abouties dès le début. Alors il manque, par rapport à OpenSea qui a connu un développement à la fois ridicule, j'ai envie de dire, parce que par rapport aux millions qu'ils collectent et à la vitesse de développement, elle est pitoyable sur OpenSea, soyons honnêtes, hein. Mais en réalité, il se développe quand même assez vite dans l'absolu. Euh, en termes de fonctions sur le site. Donc là, on a un site qui est déjà assez bien foutu, avec des features en plus par rapport à OpenSea, et des features qui montrent aussi, ça je vous le dis avec confiance, que, on va se calmer là après, mais parce que voilà, vous connaissez mon avis sur OpenSea, qui montre avec confiance que les gars qui ont construit ça, c'est pas des mecs qui en ont rien à foutre de la communauté et du Web3 comme OpenSea. Et illustration avec deux choses catégoriques. Un, par exemple, LuxRare construit sur les collections et vous propose une fonctionnalité assez intéressante qui est en gros de faire une offre qui correspond à n'importe quel NFT d'une collection. En gros, faire un pari sur un floor. Donc en gros, vous pouvez arriver et dire, par exemple, il y a un gars qui a fait ça sur Lucha aujourd'hui, je crois. Il a dit, écoutez, voilà, moi j'achète Luchador à 0,12 Ether. Lequel, je m'en fous. Celui que tu veux me vendre. Mais ça, c'est une manière donc plus simple de gérer, de gérer les bids des gens qui veulent juste un de la collection donnée, mais pas forcément un spécifique. Et voilà, c'est un truc assez intéressant. Et si vous voulez, ça découle d'où ça? Ça découle juste de la prise en compte de la notion de collection de NFT représentée par un contrat par l'équipe LuxRare. Alors que les gars d'OpenSea, bon, je pense qu'ils ont quand même une idée que les NFT sont dans des collections représentées par un contrat avec des ID différents. Mais en dehors de ça, ils s'en foutent, quoi. De la même manière qu'ils s'en foutent de pas mal de choses. Donc ça, c'est le point 1, je pense, au niveau de... on n'est pas sur quelque chose de UX supérieur à OpenSea encore, faut être honnête, mais au moins décent, assez décent pour pouvoir être considéré, disons. Et là où, par contre, ça devient très intéressant, c'est toute la composante plus DeFi de LuxRare, qui est donc LuxRare est arrivé immédiatement avec un token, le Lux. Lux qui a été airdrop aux utilisateurs d'OpenSea en fonction de leur volume réalisé sur OpenSea. Donc déjà une bonne manière de faire un pied dans la porte aux utilisateurs d'OpenSea. Mais maintenant, et c'est là où ça devient un peu marrant, c'est qu'il y a tout un système. Alors il y a deux choses. Déjà, il y a un truc, je pense, pourquoi Lux a fait péter la tête de pas mal de gens, parce qu'en fait, ça revient à partager les frais d'OpenSea. Je m'explique. OpenSea, il collecte des frais absolument impressionnants. Donc voilà, là vous avez quelques stats sur le dashboard, mais juste pour qu'on fasse le calcul de tête vite fait sur OpenSea, vous voyez que là il y a 1,7 milliard, c'est le volume qu'ils ont fait sur en gros 10 jours depuis la sortie de LuxRare. Eh bien, il y a 2,5% de ça, donc 1/25e, à vous de faire les maths, mais on parle quand même d'une somme conséquente, qui part à OpenSea. Et là on parle du revenu d'OpenSea sur 10 jours, de l'équipe OpenSea, dans la poche. Et donc, LuxRare, grosso modo, ils arrivent et ils disent « Ok, très bien, on coupe OpenSea, on met à 2% le frais au lieu de 2,5 et on le donne 100% au staker de Lux. » Donc, en gros, ça revient à prendre le gros gâteau qui s'était fait, qu'OpenSea se gavait en solo pendant 2 ans et le partager à la commune des holders de Lux. Et alors après, pour finir un peu le combo contre OpenSea, j'ai envie de dire, il y a cette idée de trading rewards, qui permet en gros aux gens qui achètent ou qui vendent des NFT sur des collections données, celles qui sont vérifiées avec des gros volumes, d'obtenir des rewards en look. Et ça a donné lieu aussi à quelque chose qui a été pas mal compris en fait. Parce que ça a donné lieu à pas mal de wash trading, dans le sens où, en effet, il y a des gens qui s'achètent leur NFT entre eux, et ce qui permet d'expliquer en bonne partie, pourquoi le volume de LuxRare est aussi explosif. Je vous rappelle que le truc, grosso modo, depuis sa sortie, il y a eu le premier jour, voilà, là, vite fait. Mais depuis sa sortie, il fait 2 à 3 OpenSea en volume. Donc, on est sur un concurrent assez sérieux. Ah oui, pardon, je vous partage la page. C'est vrai que je vous mets pas les liens, je suis un vieux petit canard. Hop, alors voilà le lien pour ce Dune. Mais donc, ce que je veux dire avec ce wash trading, c'est qu'en fait... alors déjà, oui, autre chose. Donc en fait, c'est presque une stratégie de grosse, si vous voulez. La question, c'est pas... En fait, il y a des gens qui ont un peu rejeté ça en mode « Ah, c'est du wash trading, c'est pas bien, c'est vilain. » Et
comment dire, ça me fait penser un peu aux gens qui ont rejeté les bribes CRV au début, en mode «Ah, mais c'est de l'achat de vote, c'est une honte, blablabla». Ces perspectives-là, elles sont souvent assez limitées. Il faut plus se poser la question, ok, mais alors quelle part de wash trading, quelles en sont les conséquences, jusqu'où ça va? Et alors à ce niveau-là, je ne vais pas vous faire une analyse plus poussée que ça, mais moi je pense pas que ça soit forcément un problème. La question c'est quel équilibre va être atteint sur le long terme. Et il faut être conscient aussi du fait qu'ils ont une politique très agressive sur leurs premiers mois, puisque il me semble, donc là on est à la première semaine, et comment dire, donc d'ici 3 semaines environ, il y a un halving à la fois des rewards pour les staker looks et pour les trading rewards. Et si ça vous intéresse, cette question du wash trading, est-ce que c'est intéressant ou pas, qui le fait, dans quelles conditions, et ainsi de suite, je vous ai mis un lien Discord vers DeFi France, où il y a Scapeshift et MadMat qui ont mené l'enquête un peu ensemble. Surtout Scapeshift, il nous a fait des rapports super détaillés. Il est allé voir un peu concrètement comment ça se passe, wash trading, à quelle heure ça se fait, sur quelle collection, pourquoi, combien de profits ils en tirent, quel est le retour. Donc vraiment, si ça vous intéresse cette question, et a priori si vous vous impliquez sur Luxrare, ça serait bon d'être informé là-dessus. Voilà, allez voir cette discussion et gardez en tête la date dans 3 semaines environ. Puisque c'est a priori là on est, alors en assumant que la tendance actuelle se maintienne, que le volume reste supérieur à OpenSea, donc il y a des rewards de staking très intéressants, donc le prix devrait se maintenir et ainsi de suite. Mais vraiment la question se pose plus dans un mois du coup quoi. Dans un mois, qu'est-ce qui se passe? Enfin dans un mois, pardon, vous avez compris, dans 3 semaines au halving, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va transitionner doucement vers un volume plus organique, disons, parce que ça deviendra moins intéressant de wash trade? Ou est-ce que ça va retomber comme aussi vite que ça a décollé? Ah oui, il y a des petits problèmes d'accès sur le Discord. Je suis désolé, Demeter, elle a des soucis. Elle a des petits soucis en ce moment, mais on va résoudre ça dès que possible. Ah là là. Donc ça, c'est pour Luxrare. Ça me semble pas mal comme intro. Je vous conseille d'aller voir si vous regardez du côté des NFT ou du côté DeFi. Moi, pour ma part, j'ai reçu un petit airdrop. Airdrop que j'ai top-up après avec un autre investissement de ma part. Pour l'instant, ça se porte plutôt bien et c'est surtout, c'est une source d'Ether, quoi, mine de rien. Il y a quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Et puis, ça vous montre aussi, encore une fois, le gâteau, quoi, le gâteau d'OpenSea. Hein. Enfin, si vous faites le calcul, il faudrait voir. Attendez, on va le faire en live juste pour. Et on va parler aussi d'un dernier truc après sur OpenSea. Mais est-ce qu'il y a le volume total d'OpenSea? Parce qu'en fait, il suffit de le diviser par 25 et vous avez le bénéfice total d'OpenSea. Enfin, en gros, ce qui est rentré dans leur poche, c'est pas le bénéfice. Pardon. Mais quand vous voyez qu'ils font des mois à 2 milliards, des mois à 2 milliards de volume, ça veut dire 25 M pour l'équipe OpenSea. Vous vous rendez compte, quoi, ça va vite. Bref. Et donc, tout ça pour conclure sur l'autre annonce un peu d'aujourd'hui, mais intéressante sur cette dimension-là, qui est OpenSea qui se paye un wallet. Je ne sais même plus lequel c'était. C'était pas Rainbow, non, c'était... Merde. C'était lequel? On va voir. C'était... Ah, putain, j'ai un gros trou. Quelqu'un là sur le chat? Désolé. Ben, en tout cas, on s'en fout un peu d'Arma. D'Arma, merci. Alors là, il y a pas mal de choses en vrai, mais on s'en fout un peu du wallet en soi, si vous voulez, ça vous montre aussi déjà la démarche. D'un côté, on va caricaturer à mort, hein, mais pour que vous compreniez bien, d'un côté, vous avez l'équivalent, et ça c'est OpenSea, hein, et c'est assez négatif dans ma bouche, hein, juste pour les gens qui comprennent mal, vous avez l'équivalent d'un Steve Jobs qui veut absolument tout contrôler de A à Z, tout intégrer pour avoir une expérience léchée pour ses utilisateurs, et il pense que c'est comme ça qu'il va dominer le game. De l'autre, a priori, vous avez des gens qui partent sur des approches plus communautaires, qui veulent construire une pierre d'un édifice plus commun, quoi. Moi, je pense que sur le long terme, clairement, ceux qui veulent faire des petits jardins, généralement, ça peut marcher un temps, ça peut même très bien marcher. Je vous rappelle le début d'Internet avec AOL, mais voilà, ça ne dure qu'un temps, puisque ça a quand même des limites. Donc là, à voir ce que ça donne, ce rachat, sachant qu'en plus, il me semble que Dharma bénéficiait de pas mal de tokens DeFi via des délégations ou autres, notamment Uni, et peut-être d'autres. Donc à voir ce qu'il advient de ça. Ça se trouve, OpenSea a maintenant du pouvoir de vote sur Uniswap grâce à cette délégation par Dharma qui viennent d'acquérir. Que sais-je. Mais donc voilà, vous l'aurez compris, moi je suis assez heureux qu'il y ait un concurrent sérieux d'OpenSea qui arrive. C'est un truc qu'on attendait sur cette chaîne depuis un petit bout de temps.
ça part plutôt bien pour eux. Alors après, vous voyez aussi quand même, le second chart est très intéressant, parce que vous voyez les pics de fin de journée sur LooksRare. Grosso modo, c'est là que le wash trading arrive, hein. Parce qu'en fait, les gars, ils attendent la fin de journée, c'est là où ils ont le plus de certitude sur le nombre de looks qu'ils vont pouvoir obtenir en faisant leur wash trade. Et donc, ça vous permet aussi un peu d'isoler les données si vous voulez analyser ça. Et une autre aussi qui ne trompe pas, c'est que ok, le volume est là pour l'instant grâce au wash trade, mais vous voyez qu'en termes d'user, il y a un ratio de 35 en faveur d'OpenSea. Bon, après, c'est assez logique, encore une fois, on parle d'un protocole qui est là depuis 2 ans, ou un truc comme ça, OpenSea un petit bout de temps, et de l'autre côté, un truc qui a une semaine, quoi. Donc voilà, on va suivre le développement de tout ça. C'est cool, moi je pense que c'est bienvenu. Et voilà, faites vos décisions par rapport à ça. Alors aujourd'hui, il a pas mal pris, donc voilà, faites attention. Et encore une fois, si vous voulez jouer ce jeu-là, faites très attention à cette idée de beaucoup d'incertitudes sur ce que c'est un peu l'épée de Damoclès dans un mois, quoi. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'allais vous dire, il y a un Vault Pickle aussi, mais c'est pas spécialement intéressant. Et c'est à peu près tout, je crois, pour l'instant. Et voilà, comme dit Maculotte, une bouffée d'air frais. C'est vrai que ça fait plaisir. Que ça marche sur le long terme ou pas, je pense que ça aurait eu au moins le mérite de montrer aux gens que concrètement, il y a des gars qui ont reçu des airdrops de looks, si vous voulez, parce qu'ils trade les NFT de manière assez fréquente sur OpenSea. Ils les ont stake, et genre 2 jours plus tard, ils avaient un Ether de frais à collecter. Et là, ils se disent, ah oui, non, mais quand même. Si tu veux, il y a un truc, je pense, ça fait un petit déclic, quoi. Alors bien sûr, wash trading, tout ça, blabla, on a fait le chapitre. Mais du point de vue modèle mental, je pense que c'est intéressant. Donc ça, c'est pour LooksRare. Petit début sympathique. Un autre truc dont je voulais vous parler, intéressant, mais ça va être un peu plus rapide, je pense, c'est ce fameux isleaderboard.xyz. Hop, je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc là, c'est plus pour discuter un peu plus dans la continuité de ce qu'on a déjà mentionné sur cette chaîne, les ENS, toute la logique, la culture Web3, l'intégration de tout ça. Et donc là, on a en gros un service qui va aller voir les gens qui ont des... Ah, je t'ai vu, Pato, demander l'API LooksRare, je pense qu'elle ne serait pas tardée. Donc, ça, c'est en gros un service qui va aller chercher sur Twitter tous les gens qui ont des points .is dans leur nom et faire un classement. Alors, classement un peu stupide, je vous le cache pas, puisque ça ne regarde que le nombre de followers. Donc, on se retrouve avec des gens tout à fait is native tout en haut du leaderboard. Mais bon, j'imagine que c'est aussi un peu l'outreach. Moi, je vous avoue que ça me fait un peu mal de voir Paris Hilton en haut de ça, quoi. Mais bon, quand on comprend que c'est sur une logique de pure follower, voilà, c'est assez logique. Mais c'est quand même assez cool pour retrouver des gens pertinents. Je sais pas, vous cherchez tous les gens que vous connaissez. Tiens, on va essayer de trouver Marc, par exemple. Ah merde, non, c'est pas les c'est les Miss Catch, je crois. Ouais. Tiens, voilà, par exemple, il est là, le petit Marc Zeller. Et même moi, vous pouvez me retrouver, je crois. Je m'étais vu tout à l'heure, il me semble, un peu plus bas. Ouais, par ici. Et là où c'est cool, c'est que quand vous ouvrez la page de quelqu'un, ça vous ouvre sur son is.xyz, qui est en gros une manière de faire une page pour un wallet un peu automatisé en fetchant toutes les informations de NS. Donc là, vous voyez, on est sur le is.xyz de Marc. On a son... Ah non, l'URL c'est celle-là. Attendez, ça donne quoi pour le mien? Est-ce qu'il y a mon site du coup qui est fetch? On va voir. Mais voilà, en gros, tous ces petits services d'intégration sur NS, c'est bien que ça commence à arriver. C'est encore un peu primitif. Mais vous voyez là, par exemple, ce site-là, concrètement, moi, j'ai rien fait. Mais rien. Oups, alors pardon. Il y a tellement de NFT que mon ordi est à la ramasse. On va retourner en haut. Mais vous voyez là, tout en haut, ces infos-là, elles proviennent de mes infos NS, en fait. Elles sont fetchées automatiquement. Alors c'est marrant, il va pas me fetcher ma profile pic, par contre. Mais je pense que c'est vraiment sur ce genre de truc-là, à terme, qu'on va avoir des choses pertinentes. Et après, on reboucle sur tout le côté social, les trucs comme GMXYZ et tout ça, où là aussi, l'inté ENS, ça peut pousser les choses assez loin, je pense. Donc à suivre, pourquoi pas aller voir le leaderboard si vous êtes en recherche de gens à suivre sur Twitter, ça peut être une bonne base. Gardez juste en tête qu'on est vraiment juste sur un classement pure follower, quoi. Donc pas
pas du tout basé sur la pertinence, l'influence par rapport à Ethereum, la connaissance ou quoi que ce soit. Parce que vous voyez bien qu'il y a Vitalik en 9e, donc voilà, ça vous donne une idée. Mais vraiment basé juste sur le follower count. Il suffit de cliquer sur un nom dans le leaderboard pour avoir cette page. Donc là, j'essaye d'ouvrir un gars au pif, board.is. Ça prend un peu de temps à charger. Après, ça fait l'erreur de charger tous les NFT par défaut aussi. Ça, c'est un peu dommage. Vous voyez, là, le mien, il a planté, par exemple, parce que va ramer avec mes je sais pas combien de NFT. Ah là là. Mais donc voilà, un peu primitif, encore un peu abrupt, mais à terme, euh, je pense que ça peut être... c'est un peu voilà, des petites fenêtres dans le futur, disons, qui sont encore à raffiner. Donc il y a une autre petite release sympa du jour. Et merde. Et bien sûr, je l'ai perdu. Non, ça, je crois que je l'avais like. Autre petite release sympa du jour. Il me semble que je l'ai like ou je l'ai RT. Non, je l'ai RT. Allez, espérons. C'est ce CryptoStats de David Minal. Hop, donc je voulais vous en parler un peu parce que ce gars-là, il fait des trucs quand même assez cool pour l'espace depuis un bon bout de temps. Donc voilà. Alors, donc déjà concrètement, vous connaissez sans doute, même si vous ne le connaissez pas, David Minal, c'est celui qui... Minal, je sais pas. Minal, ouais, que je dise pas de bêtises. C'est celui qui vous fait tous ces petits sites utilitaires, là, je vais vous mettre celui-là dans le chat, mais ils sont bien foutus. Donc c'est cryptoffice.info, et puis il y en a d'autres. Ça vous donne des... Donc celui-là, par exemple, c'est pour voir les frais payés sur différentes blockchains ou protocoles. Donc c'est assez intéressant à suivre, hein. Ça vous donne une idée un peu de l'activité réelle. Ça vous permet de voir des choses. Vous voyez par exemple que Cardano est ici, sous ENS, donc une app sur Ethereum, qui n'est pas en plus l'app avec laquelle vous interagissez le plus souvent, hein, puisque pour vous donner une idée, moi par exemple, ENS, ça a été une fois une registration pour un an, ça c'était la première fois. Je suis revenu un an plus tard, j'ai mis pour 15 ans et j'ai rempli mon ENS. Donc voilà, 2 interactions sur 15 ans au total. Ouais, ben ça suffit pour faire plus de frais collectés que Cardano. Donc voilà, ce genre de perspective qui vous en dit long, ça vous permet de voir aussi des choses assez sympas. Et il a tout un tas de sites comme ça. Vous avez là sur les trésors des différents protocoles. Je crois que vous pouvez voir la distribution aussi. Donc là, vous voyez par exemple Uniswap, c'est beau, ils ont 7 milliards, ok, c'est cool. Sauf qu'en fait, déjà tout étant uni, il n'y a que la moitié qui est liquide. Donc c'est peut-être pas si ouf que ça. Donc voilà, des petits sites super pratiques. Et en fait, ce qu'il a sorti aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas tant une release grand public, disons. Mais ce qu'il a sorti aujourd'hui, c'est que tous les petits connecteurs qu'il a construits pour faire ces sites-là, eh ben, il les a mis accès au public, en fait. Et il a créé une sorte de plateforme pour que tout le monde puisse build des connecteurs et puisse accéder à cette donnée en toute transparence. Et donc, si vous voulez, là, les sites que je viens de vous montrer, CryptoFizz ou autres, c'est en fait, maintenant, ils utilisent ces connecteurs à lui pour vous afficher la donnée de cette manière-là. Mais en fait, n'importe qui peut maintenant aller avec CryptoStats, donc, hop, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, aller rajouter un connecteur, quoi. Et donc ça résout vraiment une des thématiques un peu à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont complètement à la ramasse en termes d'analytics, parce que les dashboards sont pas forcément mis à jour ou des choses comme ça. Donc là, vous voyez, par exemple, en termes de fee revenue, vous avez 28 connecteurs différents pour tous les trucs qu'on a vus sur CryptoFizz, mais vous pouvez parfaitement les utiliser pour quelque chose d'autre, ou soumettre un adapteur. Donc ça, c'est un peu un enjeu plus long terme, disons. Mais c'est vraiment comme vous avez pu le voir aujourd'hui sur mon petit pétage de câble sur Twitter par rapport à Curve, on se retrouve avec des bolos qui ont genre 40 000 followers, qui les gars, ils vous expliquent sûr et certain d'eux que les pools Uniswap à 1 BPS, elles ont éclaté Curve. Pourquoi? Parce que regarde, le volume, il a bam bam. Et en fait, tu regardes, le gars, il a un quart du volume Curve, quoi. Parce qu'il a un dashboard de merde, pas mis à jour depuis 2 ans, ou proposé par un service à la con, qui n'a pas envie de faire l'effort d'intégrer Curve. J'ai envie de dire, vous êtes un protocole d'analytics DeFi, vous n'avez pas envie de faire l'effort d'intégrer Curve, vous pouvez fermer boutique immédiatement, hein. Il n'y a pas besoin d'être plus con que ça, hein. À un moment donné, vous avez un protocole qui domine la DeFi, il n'y a pas l'effort qui est fait pour le supporter correctement. Allez vous faire foutre, quoi. Excusez d'être aussi cash, hein, mais... Alors, c'est un peu plus complexe à supporter qu'Uniswap Curve en termes d'analytics, faut aussi être honnête à ce niveau-là. Mais moi, je suis quand même assez déçu qu'il y ait des trucs d'analytics qui ont mis du temps. Bon, notamment maintenant, Token Terminal s'y est mis, mais pendant un temps, ils avaient un peu de retard. Je crois qu'il y en a encore d'autres qui sont à la bourre là-dessus.
Donc voilà, c'est un peu frustrant et c'est surtout de voir la confiance de ces gens quand ils affirment leurs conneries. Mais bon, voilà, faut que je me calme là-dessus. Mais tout ça pour vous dire, les analytics, faites gaffe. Utilisez les dashboards officiels des projets autant que possible. Et c'est pour ça que c'est cool d'avoir des trucs comme CryptoStats, des initiatives comme ça. Parce que ça, si vous voulez, c'est à terme, c'est un peu l'intermédiaire neutre pour que tout le monde se mette d'accord sur les données. Si ça marche bien leur truc, en gros, à terme, tu as un nouveau protocole, tu vas être ajouté dans le DeFi Lama du moment. Et ben, DeFi Lama, il va te dire, tu as un connecteur CryptoStats, vas-y, fais-le, et quand tu l'as fait, tu me fais coucou, quoi. Et comme ça standardise, et en plus, n'importe qui d'autre peut l'utiliser ensuite. Donc c'est bienvenu d'avoir ces sortes d'entre-deux pour les données, quoi. Et c'est quand même assez fou de se dire que de la donnée qui est accessible à tous, public on-chain, eh bien, on a quand même du mal à se mettre d'accord sur la réalité qu'elle représente. Enfin, c'est même pas la réalité qu'elle représente. On a du mal à juste tous parler de la même donnée, quoi. Alors qu'en soi, a priori, elle est justement... Je veux dire, c'est un des problèmes qui est résolu à la base par la blockchain, a priori, qui est justement, on n'a plus besoin de faire des mesures, estimations, audits, pifomètres, guessomètres, ou je sais pas comment ils font ça en finance classique. Là, on a tu regardes, ok, combien est passé par ce contrat sur cette journée, et pouf, t'as le chiffre. Mais non, malgré tout, ça donne des complexités. Alors, tant qu'on est sur les analytics, et bon, je vous dis qu'on parlerait pas trop de Curve Wars, mais allez, je peux pas trop m'empêcher. Il y a ce petit site-là aussi qui a pop assez récemment, qui lui vous offre de la perspective sur les CVX possédés par les DAOs, donc en trésorerie. Et il y a quelques stats assez intéressantes. Déjà que vous voyez qu'environ 15% du supply circulant de CVX est possédé par des trésors DAO. Donc c'est pas mal. C'est pas dans le plus haut jamais vu. Hein. Je connais, j'ai quelques figures en tête plus élevées. Par exemple, je vous dirais peut-être de mémoire que RAI a un pourcentage plus élevé que ça. Mais vous voyez que RAI, il y a quand même, voilà, les trésoreries le prennent comme un edge. Là, on est vraiment, les trésoreries ont une stratégie par rapport à ces CVX, quoi. Et vous voyez un peu qui domine le game. Donc Frax, bien sûr, qui avait accumulé depuis longtemps. Badger, qui avait fait un beau play avec son Vault. Et après, différents protocoles. Donc les fameux Moki qui ont quand même réussi à se choper 1 million de CVX alors qu'ils ont, voilà, grosso modo fait une attaque sur Curve. Et quelques autres trucs intéressants. Vous voyez les Butterfly, là, avec 14% des CVX possédés par des DAO. Et vous retrouvez même Jarvis. Bon, ils ne doivent pas être encore très visibles parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Mais vous avez dû voir sur Twitter, ouais, maintenant, Jarvis a 5K CVX, je crois. Et vous pouvez même les retrouver ici. Et quelques autres. Donc voilà, petit site sympathique pour suivre un peu l'accumulation à ce niveau-là. Comment je trouve toutes ces nouvelles apps, Bokeh Twitter, essentiellement. Hein. Voilà, c'est à peu près ça. Il y a encore pas mal de gens qui partagent des choses intéressantes sur Twitter, malgré le fait qu'il y a aussi de plus en plus de bruit. Et je rejoins assez ce que Marc... J'ai vu que Marc, lui aussi, a pété un câble ce matin. Apparemment, on s'est tous levés un peu. Mais va savoir quel était son gros axe à lui. Oui, il vous disait quand même, en gros, voilà, je vais pas paraphraser son truc, mais en gros, c'était un peu la vibe... putain, vivement un bon bière pour purger toutes ces conneries, là j'en peux plus, quoi. Il y a trop de trucs qui partent dans tous les sens et qui font aucun sens. C'est vrai que c'est un sentiment que quand vous faites de la DeFi depuis un petit bout de temps, vous allez retrouver assez régulièrement, mais c'est aussi un bon indicateur généralement. C'est vrai que là, ces derniers temps, avec la Iren DAO et tout ça, c'est parti un peu dans tous les sens. Ou des trucs encore plus stupide, comme cette histoire de la DAO qui s'est cotisé 3 millions d'Ethers pour aller acheter une copie de Dunes. Ils pensaient que ça leur donnerait les droits de propriété intellectuelle pour faire quelque chose avec. Et en fait, les gars, ils n'avaient pas réalisé que c'était des kekos qui étaient en train d'acheter une copie parmi 12, dont la dernière édition avait été vendue à 50K. Eux, ils l'ont acheté 3M et ça leur donnait pas les droits. Et ben ces gars-là, ils ont levé 3M quand même, tu vois. Donc ça c'est vrai que c'est ce genre d'histoire. C'est quand même des signaux assez... voilà, c'est des trucs qui font peur quand même, quoi. C'est sur la maturité du marché, parce que si les gens ils se comportent n'importe comment sur leurs investissements à ce niveau-là, ben voilà, vous pouvez partir du principe que ça va être des mains assez faibles, assez mal renseignées, qui font un peu n'importe quoi, qui partent dans tous les sens, qui sont très impulsives, et donc ça donne des marchés assez saignants, quoi. Et oui, c'est comme la People's DAO, tu vois. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y ait pas... j'ai presque envie de dire une humiliation publique de ces gens-là, quoi. À un moment donné, c'est le seul remède que je verrai, parce que comment s'assurer qu'ils vont pas refaire le même genre de conneries dans le futur, ou au moins humiliation, je veux dire non, les gens on s'en fout, quoi, mais que de la part des OGs, de la part des gens qui ont des voix pesantes dans l'espace, il y a un peu regardez comment ça c'est
Euh, L'exemple même de la stupidité est expliqué par A plus B plus C. Si les gars avaient pris 5 minutes avant de lancer leur projet et de vous demander 3 millions en Ether, eh bien, ils ne l'auraient pas fait. Euh, et ça, voilà, ça manque encore un peu. Donc tant on les purge pas, bah, ils prennent de la place, ils font leur merde, ils font peur à de plus en plus de gens. Faut avoir en tête aussi que tous les dégâts collatéraux que ça fait, hein, tous les gens que vous croisez un peu, qui n'ont pas fait de DeFi ou de NFT encore, et qui vous disent qu'ils ont tâté un truc une fois, ils ont acheté le shitcoin d'un random influenceur débile, ils se sont fait défoncer la gueule, ils n'ont plus jamais retouché à la DeFi après. Voilà, tout ça, ça a des conséquences, mine de rien. Donc, euh, donc ouais, après peut-être que je suis puriste, peut-être que je suis idéaliste, mais j'aimerais qu'en tant que communauté, on réagisse plus vivement à ces trucs-là pour, euh, pour voilà, leur faire comprendre que c'est c'est pas OK. Et vraiment parce que c'est dans notre intérêt long terme, quoi. C'est-à-dire plus on laisse de merde et de parasites s'installer, plus vis-à-vis de l'extérieur, c'est quoi la DeFi et la NFT? Bah, c'est de la merde et des parasites. Oui, mais il y a 1% de projets qui font des trucs décents, certes, mais les gens de l'extérieur, ils vont pas aller creuser l'industrie pour trouver le projet NFT qui fait des donations ou je sais pas quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, quoi. Et merci pour les primes, ça fait plaisir. Alors, je me suis un peu perdu en route, mais pas tant que ça. Donc, on a parlé du leaderboard, on a parlé des cryptostats un peu, c'est cool. LooksRare. Euh, je vais vous garder le squeeze pour la fin, comme ça on fait de la deep DeFi avant de partir sur la fin. Alors, on a d'autres petits trucs NFT, tant qu'on y est. Alors déjà, côté Foundation, je me suis remis un peu à regarder de plus près ce qui se passe sur Foundation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme NFT un peu différente. Moi j'aime bien parce il y a comment dire, des parties pris, quoi, j'ai envie de dire. Dans le sens où donc, sur Foundation, tout est une pièce unique et tout est vendu dans une logique bid en fait. Donc dans le sens où il y a un reserve price sur chaque œuvre et, euh, et bah, l'œuvre reste à son reserve price tant qu'elle est là. À partir du moment où quelqu'un bid sur une œuvre, ça lance un processus de 24 heures. S'il n'a pas de bid concurrent, eh bien il a l'œuvre. Sinon, c'est les fameuses bidding wars, euh, comme celle que je vous avais déjà racontée pour le fameux Daft Punk. Euh, donc moi, je suis un peu Foundation parce que ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est cette perspective. Alors moi, je ne suis pas du tout calé là-dessus, hein, mais cette perspective quand même plus artistique, disons, des NFT. Alors après, il y a du PP, il y a des conneries sur Foundation, hein, mais voilà, juste en se promenant un peu sur la homepage, vous voyez que c'est quand même pas la même chose que... bon, on peut faire l'expérience, hein, voilà, on se promène un peu là une minute, vous voyez un peu le type d'œuvre, les visuels, la recherche, et maintenant on fait un truc du genre rarible.com et on regarde ce qui se passe. Vous allez voir, je pense que mon point est assez immédiat quand on fait ça, c'est que... Et je suis pas en train je méprise pas du tout les NFT Rarible ou d'autres types, mais voilà, vous voyez que c'est pas le même genre de démarche en fait, quoi. Et bien sûr, sur Rarible, ils sont faits pour certains pour être produits en quantité industrielle et ainsi de suite. Donc c'est pas les mêmes approches, mais mais je trouve ça, voilà, j'aime assez la démarche de Foundation, notamment sur le long terme, à voir. Moi, j'ai un peu un petit pari interne qui vont faire un token, bien sûr. Mais moi, j'aimerais beaucoup que leur token il soit par rapport à la curation des œuvres et leur mise en avant, plus ou autant que le partage des frais de la plateforme. Parce qu'ils ont vraiment quelque chose, déjà, ils ont un peu créé leur petit espace dans le monde des NFT avec ça. Et du coup, je pense que ça serait la meilleure manière de pousser cette logique. Qu'est-ce qui fait que Foundation est particulier encore plus loin? Ça serait vraiment d'impliquer sa communauté à ce niveau-là. C'est déjà un peu le cas, dans le sens où pour être sur Foundation, il faut être invité. Et c'est les artistes qui sont déjà sur Foundation qui peuvent vous inviter. Donc, les artistes ont curé leur propre communauté. Mais voilà, ça serait bien qu'il y ait aussi le penchant de ça, version utilisateur, qui à terme, tout ça en est pure spéculation, hein, mais avec un token Foundation, sera en mesure, probablement comme sur LooksRare, encore une fois, d'avoir leur partie des frais de la plateforme, blabla, tout ça, mais aussi surtout de signaler d'une forme ou d'une autre, en gros, qu'est-ce qu'il y a sur la homepage, qu'est-ce qu'on met en avant, toute la démarche plus curative. Alors, c'est pas du tout un enjeu facile, hein, mais c'est assez intéressant. Et alors, j'en profite tant qu'on est sur Foundation. Je sais pas, je crois que je vous en ai déjà un peu parlé, mais j'ai quelques-uns de mes amis plus artistes que moi
qui explore l'idée de faire des NFT depuis un petit bout de temps. Donc je suis en train d'en assister quelques-uns. Et, et là, je suis assez heureux de vous montrer cette page. Donc c'est une amie qui fait des collages, à la base en collage papier, quoi. Et elle a pas mal réfléchi sur sa démarche. Et elle est arrivée sur quelque chose pour ses NFT où en fait, elle part du collage physique, donc assemblé avec différents morceaux de papier, un collage, quoi. Et elle le transforme un peu en collage NFT numérique, quoi, où il y a toute une phase d'animation et ainsi de suite autour. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est assez pertinent, ça m'intéresse beaucoup, toute cette démarche plus, voilà, c'est ce collage numérique, je sais pas trop comment on appellerait ça. Vous voyez, des démarches un peu plus artistiques. Tiens, je vous la mets là si ça vous intéresse, et Foundation aussi. Je vous laisse regarder ça. Moi je voulais lui faire un petit shout aujourd'hui parce elle a mis les œuvres, je crois, il y a une semaine ou un truc comme ça, donc c'est encore assez frais. Je pense que on va voir comment ça marche pour elle. J'ai une autre amie qui bosse sur un truc comment dire, euh, moins visuel et plus dans l'expérience, le récit, avec un truc avec des NFT audio aussi. Donc voilà, je vous en parlerai si ça aboutit. Mais en tout cas, c'est assez cool de voir qu'il y a des gens, malgré tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, avec les choses qui peuvent faire peur aux gens de l'extérieur, disons, il y a quand même des gens qui persévèrent, qui découvrent, qui voient l'intérêt de tout ça, qui comprennent la logique derrière les NFT, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter en tant qu'artiste, et qui cherchent vraiment à en faire des choses. Alors, désolé, j'ai un peu laissé le chat en parenthèse. Alors, bon, il y a des questions de parler de trucs, ça, pas trop. Alors, non. Alors, les NFT générés par AI, Barabook. J'ai pas trop regardé Eponil et Artificial Intelligence. Je connais pas du tout ça. Attends, on va essayer d'en trouver un là, vite fait. Ouais, Eponil, c'est peut-être un peu trop. Ok, éponyme. Oui, j'en avais vu quelques-uns des NFT d'intelligence artificielle. C'est vrai que ça, c'est une autre. Ah, d'accord. C'est une autre truc assez fascinant avec ce qu'on peut faire avec des NFT, quoi. Je pense que ça aussi, ça va probablement faire des choses assez cool à terme. Mais je t'avoue que j'ai pas creusé plus que ça. Ah oui, c'est vrai, Boto. J'avais oublié celui-là. Il est très marrant celui-là, Boto AI. Elle est marrante cette histoire parce que et je regrette un peu. Je sais plus si je vous en ai parlé à l'époque. Non, c'est pas celui-là. Zut. Mais parce que on m'a envoyé le site et, euh, et en gros, c'est vous entraîner un algorithme en sélectionnant des œufs, quoi. Et je l'ai fait 10-15 minutes et je me suis dit, mais c'est 99,9% de certitude que ça airdrop sur ça, quoi. Et ça airdrop 2 semaines plus tard, mais je sais plus si vous en avez parlé avant l'airdrop, je suis désolé. Du coup, j'avais ramassé un peu de poteau. Mais ouais, pareil, là, j'aime bien la démarche assez intéressante, où vous avez en gros l'AI qui fait les œuvres, un feedback utilisateur et le rendu final. Et un truc à la conjonction des trois. Là, je pense qu'il y a manière de faire des choses vraiment ouf, et qu'on est euh, un peu au tout début de ça. Ah, donc attends, le truc dont tu me parles, Bararbook, l'autre, c'était ceux pour les POH Verified. Mais je crois que j'avais minté mon truc, moi je l'avais jamais reçu, on l'attendait depuis l'éternité. Je sais plus, je crois que tu devais aller sur le site, signer une TX, et puis il se passait rien, il a été livré après le NFT, mais du coup j'avais un peu raté. C'est Artificial Intelligence. Ouais, bon. Comment il s'appelait? Artificial Intelligence, juste? On va essayer de retrouver. Mais je me souviens plus du site. Non, oui, d'accord. C'est pas comme ça qu'on va le retrouver. Ah, merci, Barouk. Alors. Ah oui, c'était celui-là. Ah, il a toujours pas minté encore. D'accord, c'est pour ça que je les ai pas encore vus dans mon petit wallet, alors. Mais oui, ça aussi c'est sympa pour le coup, la conjonction, bah voilà, POH, NFT, généré par IA, il y a manière de faire des choses assez folles quand on y pense. Et je vois que ça parlait dans le chat aussi. En effet, il y a une petite Valkyrie qui arrive aujourd'hui, à ce qu'on m'a dit, à ce qu'elle en a teasé sur Twitter.
Je pense que vous avez... oui, non, ça va, c'est annoncé. Donc, a priori, c'est la Valkyrie Paladin, si on suit l'ordre de ses prochaines releases. Euh, oh, j'ai hâte de celle réflexeur aussi, waouh. Euh, et donc, ouais, ça sera pour ce soir. Donc, ceux qui aiment les Valkyries, qui collectionnent, soyez prêts. Donc, pour les NFT autres Lucha, je pense que c'est pas mal. Attends, je voulais vous parler un peu de Luchadores, bien sûr. Puis après, on va aller... il nous reste encore quelques trucs. Je voulais vous parler de Squeeze et ce fameux papier plus académique. En tout cas, merci pour les petites suggestions. Bah, j'avoue que c'est pile dans le thème. Ça... Tiens, je vais le suivre celui-là aussi. Ça augmente bien la discussion. Hop. Je trie un peu mes tabs. Alors, comme vous avez pu le voir, ou peut-être pas, je sais plus. Est-ce qu'il y avait déjà le Lucha Token la dernière fois qu'on avait fait un live? Je suis plus sûr. Donc je vais peut-être vous faire le récap des événements. Mais donc côté Luchadors, on a lancé un token assez récemment, le 23 décembre. C'était un peu le cadeau de Noël. Et on a plusieurs initiatives qui se développent à ce niveau-là. Je voulais vous faire un petit point. Alors oui, déjà, on va peut-être commencer par ça. On a enfin Lucha sur CoinGecko. Alors il y a encore quelques trucs à fixer. Ils n'ont pas le bon supply, tout ça. Enfin, ils ont une petite confusion. Ils vous mettent en total supply de circulating et il n'y a pas le total. Donc, voilà, ça on va fixer avec eux. Mais c'est sympa que ça soit là. Et donc, alors que je articule ça un peu. Et donc, là où je suis assez fier, c'est qu'à l'occasion de la sortie du token Lucha, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens dans la communauté qui étaient plutôt, disons, NFT, et qui se sont un peu fait leur premier pas en DeFi grâce à ça. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est assez cool. Donc du coup, quand on a lancé le token, on a proposé assez rapidement un programme... oui, ça, de toute façon, je charge là. Un programme de liquidity mining donc sur Comes. Et là, depuis lundi, donc avant-hier, il a été augmenté d'une manière assez spectaculaire, puisqu'on vous propose maintenant ce que j'appelle moi des pentapools, qui sont donc des pools qui vous payent en 5 tokens différents, qui sont le Must, le Lucha, le Key de Mayfinance, le PSP de Paraswap, et le Mimatic May de Mayfinance. Donc, alors, un peu chiant à comprendre, nous dit Joe-Hayes. En effet, mais alors attends, on a tout prévu pour toi là. Tu as la petite French chart pour composer ton yield. Et je vais vous faire un petit tour d'horizon. Alors, en gros, en fait, ces tokens, ils ont été choisis parce que, bon, ils sont pertinents, ils étaient disponibles et tout ça, mais aussi parce que ça permet d'avoir un flux assez sympa. Donc, dans le sens, vous avez 5 tokens au total. Et concrètement, il y en a déjà 2 dans le lot, voire même 3 si vous prenez en compte Mainnet, voire même 4 si vous prenez en compte Lucha à terme, qui peuvent être stakés single assets tel quel. Donc le Must, vous pouvez le staker sur Comes, et le Key, vous pouvez le locker dans Mayfinance, la DAO. Et à terme, il y aura aussi le staking de Lucha. Et enfin, je vous disais sur Mainnet, alors ça c'est plutôt si vous en formez quand même pas mal, parce que coup de bridge et tout ça, potentiellement pour aller staker ces PSP. Donc déjà, il y a ces options-là en juste single assets pour pas prendre de risque sur le token en lui-même. Mais après, avec la liquidité, il y a pas mal de synergies aussi. Hop là. Donc, vous voyez, bien sûr, vous pouvez composer directement dans la pool Lucha-Matic, donc pour les Lucha et les Matic. Par exemple, un flux de composition basique parce que pour Joe-Hayes, ok, tu as 5 tokens. Lucha-Matic, ça part en LP Lucha-Matic. Tes PSP et tes Must en PSP Must, et tes Key, tu logs dans la DAO. Voilà, tu as 3 opérations, tu peux faire ça toutes les semaines, et tu es en train de t'accumuler un petit bag de tout ça et de le mettre productif. Et alors, comment ça s'est passé pour ces rewards? En effet, il n'y a pas eu de proposal ou quoi que ce soit, parce que c'est pas des tokens qui viennent de la DAO de Luchadores, qui a donc pas plus de fonds que la multisig, hein, les 15 16 Lucha à dispo à l'heure d'aujourd'hui. C'est sponsorisé par un généreux donateur, on va le dire comme ça. Et ça va durer pour 3 mois. Et donc l'idée, c'est en fait, pourquoi ça en fait? C'est vrai.
Pour vous donner un peu de contexte, parce qu'en fait, on a voulu avoir. Alors, moi, j'aime beaucoup ça chez Luchador. Donc, Luchador, le créateur de Lucha, hein, il a cette approche. C'est peut-être le dev le plus puriste que je connaisse. Genre, vraiment très, très pur en termes d'approche. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré au début. C'est pour ça que depuis assez tôt, j'ai été intrigué par les Luchador, comment était fait le contrat, la génération des attributs avec VRF, et ainsi de suite. Et donc, côté token, il est parti aussi dans une approche très pure, où il a dit, OK, on sort le token, airdrop au Lucha Holder, pas d'alloc team, pas d'alloc DAO, hop, il n'y a pas d'embrouille. Ce qui en soi, je pense sur le long terme, c'est probablement le mieux, mais à court terme, ça a posé quelques enjeux. Et donc, il y a eu cette démarche, vous le savez sans doute, mais vous pouvez donner des Lucha à la multisig donc de Luchadores, et qui vont servir à soutenir la liquidité. Et donc, on a lancé ça au début du mois de janvier. Et il y a eu beaucoup de donations, hein. C'est assez délirant ce que vous avez donné. Mais vraiment, si on fait les trucs en termes de stats, juste rapidement comme ça, vous avez en gros 200K Lucha circulants, à peu près, hein. Et je crois qu'il y en a 25 qui ont été donnés au multisig. Donc 10-12% du supply total circulant envoyé au multisig. Voilà, donc c'est fabuleux. Mais la question, en fait, c'était que malgré tout, j'avais du mal à trouver un chemin avec ces fonds pour arriver à une sustainabilité de liquidité long terme, quoi. Donc, j'ai joué un petit joker, si vous voulez, sur 3 mois, qui sont 3 mois assez critiques et bien choisis, parce que ça va nous permettre donc de booster la liquidité. Ça a déjà été le cas. Maintenant, on a à peu près 120, 130 KUSD de liquidité sur le tien, ce qui est pas mal du tout. Et de booster la liquidité un peu en amont de l'événement qui va arriver bientôt, qui est donc les fameuses piñatas. Vous avez peut-être vu passer, je vais vous montrer ça, vous avez peut-être vu passer les fameux skins, les petits Lucha spatiaux là, que nous a proposé Luchador il n'y a pas si longtemps. Ils sont où? C'est... Donc en fait, on a des skins de Lucha qui sont en collab adaptés à Comes, donc qui reprennent les races les plus courantes dans Comes. Et là, on va vous le proposer avec... alors, je vais pas vous dire l'alpha en français avant tout le monde. Donc, c'est ça, la fameuse piñata, ce qui va vous rendre accessible ces petits skins-là. Et il y en aura une autre qui va... Une autre série de skins qui va suivre assez vite aussi pour les gens qui ont contribué au multisig. Et là, je veux expérimenter quelque chose de très communiste, mais dans le bon sens. Je lâche pas l'affaire. Je sais plus qui disait en intro, la Bristoyevski ou je sais plus quoi, là, c'est un peu ça, ouais. Mais non, je pense qu'il y a quelque chose d'assez cool à faire. Et donc voilà, en gros, le plan à assez haut niveau, c'était donc là, ces pentapools qui sont arrivés il y a 2 jours, de faire une sorte de sprint de liquidité qui va durer 3 mois, donc les pentapools, avec dans les prochaines semaines cet événement qui arrive sur donc les piñatas. Et aussi avec une transition du protocole vers un contrôle de sa propre liquidité. Donc ça aussi, ça va être assez intéressant. Et donc dans la foulée, on aura les premiers accessoires, on aura déjà ça, oui. Et donc assez logiquement et assez rapidement après, va venir la marketplace, donc pour pouvoir acheter et vendre vos accessoires de Lucha. Donc voilà, ça c'est à peu près le petit point Lucha. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, les Luchadores NFT, ils sont sur Mainnet, mais toute l'interaction avec le Lucha Token, elle se fait sur Polygon. Et Luchador, le développeur de Luchadores, donc, est en train de regarder pour voir en fait, et donc il y a ce système de miroir déjà, mais en gros une approche qui permettrait de trader, d'échanger des Luchadores directement sur Polygon. Ça serait assez sexy. Mais donc, à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez acheter ou vendre des Luchadores, de grâce, évitez OpenSea, s'il vous plaît. Enfin non, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais disons que c'est dans votre meilleur intérêt de ne pas utiliser OpenSea à cause des frais excessifs et d'autres problèmes significatifs qu'il y a avec l'équipe Loretic et ce qu'ils font dans l'industrie. Et donc, même si donc, vous ne raisonnez pas forcément avec cette perspective plus philosophique, disons, juste parlons à votre porte-monnaie. Hein. OpenSea, c'est 2-5% de frais. C'est une optimisation de gaz dégueulasse quand vous achetez un bundle.
De l'autre côté, vous pouvez aller voir côté LuxRare, où déjà vous allez avoir que 2% de frais, donc un peu moins. Alors hélas, on n'a pas le volume suffisant pour avoir des récompenses en Lux encore, quand vous achetez et vendez des Luchas sur LuxRare, mais c'est toujours à prix égal, vous allez payer moins cher sur LuxRare. En outre, vous avez cette possibilité, si vous n'êtes pas pressé, de faire une offre au floor sur LuxRare, dont je vous disais tout à l'heure. Donc en gros, d'arriver sur LuxRare, sur la collection Lucha, et de dire moi j'achète n'importe quel Lucha à 0,1 par exemple. Et donc là, voilà, vous pouvez tenter des gens, je pense. Si vous arrivez, vous regardez le plus bas, il est à combien là? 0,12 ou des trucs comme ça, ils n'ont pas le floor. 0,135, quoi, ou ça? Bon, enfin bref, voilà, vous pouvez essayer de faire une offre au floor. C'est ça, c'est les collection offers, comme ils appellent. Donc voilà, là je peux arriver et dire, voilà, moi j'achète n'importe quel Lucha à 0,11. Et en fait, du coup, concrètement, tous les holders de Luchador peuvent accepter cette offre. Alors bien sûr, un gars qui a un set attribut qui accepte cette offre, il est sacrément con. Mais un mec qui a un 3T des plus classiques, pas de moustache, pas de cap, rien de spécifique, a priori, pourquoi pas, s'il veut le vendre, bien sûr. Ah ouais, cool, on a quelqu'un qui a essayé. Donc ça, c'est sympa. Et sinon, autre solution pour... donc ça, je dirais, pour en acheter un, deux, des trucs comme ça, c'est bien LuxRare. Sinon, si vous êtes sur... vous voulez vous équiper avec une petite dizaine, là, je vous conseillerais plutôt soit Jenny, soit SudoSwap. Alors, en termes de praticité, on va dire, ça serait probablement Jenny, parce que là, je vais vous montrer, mais en gros, ça prend 2 secondes de construire une transaction sur Jenny, et d'arriver et dire coucou, ok, moi, je veux du Luchadorless. D'accord, très bien. Et tiens, je vais t'acheter, je sais pas, moi, c'est 8 là, hop, hop. Putain, il est stylé celui-là à 0,12, il est taré, le mec, il vend un hoodies à 0,12. Pardon. Vous voyez, là, pouf, voilà, ça m'a pris 1 seconde. J'ai plus qu'à mettre les Ethers et en soi, en un clic, j'ai acheté 10 Lucha. Maintenant, le problème, c'est que tout ça, ça passe par OpenSea. Donc, frais d'OpenSea et choses qui vont avec. Et donc voilà, ça a la dimension pratique. La version plus NFT native, disons, de ça serait quelque chose comme SudoSwap, où là, en fait, vous pouvez créer des swaps customisés d'asset à asset, comme vous voulez. Donc, typiquement, tiens, moi j'ai 1.3 Ether et je te prends ces 12 Lucha, ou je sais pas, qu'importe. Mais vous voyez, donc pour faire si vous négociez à un gros holder de Luchadores, par exemple, attends, il y a un problème de son ou c'est... Non, vous m'avez flippé dans le chat, j'ai pas compris au début, le son marchait plus. Ah là là. Et donc, ouais, pour les gros batchs, c'est plutôt SudoSwap, mais c'est plus manuel, disons. Vous allez vraiment devoir vous mettre d'accord avec, a priori, un gros possesseur de Lucha, voir avec lui lesquels vous voulez. C'est un peu à l'époque, à l'ancienne. Moi, je te donne une épée de la mort qui tue, et toi, tu me donnes 2 brassards et un pet. Tu vois, moi, ça m'a beaucoup rappelé les transactions Lineage 2 ou Daok, où il n'y avait pas vraiment... de monnaie universelle. Enfin, il y avait du gold, mais en soi, tout le monde s'en foutait un peu du gold, quoi. Le gold, ça servait à certaines choses précises, mais t'allais pas acheter ton épée endgame en gold, ou alors t'allais la payer 5 gazillions, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les Lucha. Pas mal de choses qui arrivent sur les prochaines semaines, donc soyez sur le Discord. Si vous n'avez pas encore fait votre petite donation pour le multisig, ça dure jusqu'à fin janvier. Il n'y a rien d'obligatoire, je soulignais ça quand même. C'est purement volontaire. Après, si vous êtes plutôt, disons, longue sur les Lucha, c'est quand même bienvenu, puisque, encore une fois, tout ce budget va servir à soutenir, à pérenniser la liquidité sur le long terme. Bon, on a des plans à ce niveau-là aussi, autres que ces donations. Et... Ah oui, pardon, c'est vrai que je vous ai même pas mis les infos. Je vous conseille vraiment de venir sur le Discord des Luchadors, si vous n'y êtes pas encore. Et je vais vous mettre un lien directement avec toutes les infos. Alors, je vous avais fait un petit récap récemment. Ah, c'est ça, je vais vous linker celui-là. Ouais, alors, je vous envoie un lien vers un message qui est donc une annonce sur le Discord Luchadores, qui va vous récap aussi un peu l'adresse du multisig, qu'est-ce qui se passe pour les Lucha, les airdrops, les différentes ressources, où est-ce que vous pouvez traquer les données. Il y a à peu près tout dans ce post. Le seul truc, c'est que du coup, il date d'il y a la semaine dernière.
Donc les stats que vous allez voir en termes de chiffres sur la liquidité, ils ont à peu près doublé. Génial, putain. Mais sinon, le reste, c'est précis. Ouais, ce que je vous disais, c'est qu'on arrive à une phase assez intéressante des Lucha. On a un peu différentes pièces qui ont été développées un peu à part, disons le Luchador NFT, le token Lucha, qui progressivement vont s'assembler avec d'autres mécaniques qui arrivent. Donc le staking de Lucha pour des masques, les piñatas, les accessoires, la marketplace, le jeu, les interactions entre tout ça, et bien d'autres choses encore. Donc voilà, moi je suis vraiment excité là-dessus. Content aussi que ça serve je sais pas trop comment dire ça, pied dans la porte de la DeFi pour pas mal de gens NFT. Je suis assez fier de ça en fait. J'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit qu'ils avaient un peu... c'était la première fois qu'ils LP par exemple. Donc ça c'est cool. Je me dis tant qu'à faire, autant découvrir la LP avec un projet que vous avez eu en airdrop, où a priori il n'y a pas de... Voilà, vous n'avez pas trop de risques plus que ça, que voilà, le découvrir après avec votre capital sur des trucs plus conséquents. Et... pour ZooDAO, j'ai pas trop suivi, mais c'est vrai qu'il y avait une histoire, ils ont mis des spots spéciaux pour les luchadores, mais je crois que c'est déjà passé, il fallait aller dans leur Discord mettre un truc il y a quelques jours. Et tiens, ouais, allez, ça fait longtemps, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de giveaway sur le Lucha aussi, mais je pense que je vais en refaire. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et bon, je crois que c'est pas mal pour les Lucha aujourd'hui. Maintenant, il me reste 2 petits sujets dont je voulais discuter avec vous encore. Attendez, je regarde est-ce que j'ai tout fait. Hop, nos petits skins, Génie. Donc SudoSwap, Génie, ça va, vous les trouver. Sans trop de problèmes, je pense. Et le reste, ça on a parlé. Ok. SCVX, LuxRare. Et les pentapoules. Ouais, donc les liens Lucha, vous les avez dans le message announcement Discord là, que je vous ai partagé. Et sinon, je crois que c'est à peu près tout. Vous avez toutes les ressources là-dessus. Je crois que c'est dans le... Oui, non, c'est dans le lien. Je vais dire un petit dashboard Luchadores au cas où. Un autre truc qui est assez intéressant au niveau du token Lucha aussi, c'est de voir... on avait un peu un enjeu de connaissance du Lucha au début, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de Lucha qui étaient claim en proportion, puisqu'il se... Donc c'est un airdrop sur 1 an, donc ça se relâche progressivement. Mais au début, il y avait quand même un gros écart entre le claimable, donc ce qui pouvait être claim, et ce qui avait été effectivement claim, et donc dans le circulating supply. Ça commence à se resserrer un peu plus maintenant, sans doute parce que voilà, les gens ont des bonnes raisons pour claim maintenant, avec le LP, et je pense que voilà, les autres composantes qui vont arriver sur le Lucha Token vont aider à le dynamiser encore plus. Alors, parlons squeeze maintenant, parce que ce truc-là, c'est une drôle de bête, mais c'est assez intéressant. CryptoStat PayPay. Alors, attendez, j'avais un thread qui était bien foutu là-dessus. C'était lui, je crois. Alors, moi, j'aime bien les gens qui savent de quoi ils parlent, et je les aime encore plus quand ils savent de quoi ils parlent avant tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vous mets ce gars-là. Parce que comme vous pouvez le voir, ce thread, il date d'octobre. Donc en fait, le gars, il avait le papier sur Squeeze. Et il avait compris déjà pas mal de choses. Donc, je vous recommande la lecture. Et probablement le follow. Parce qu'un tel insight, voilà. D'ailleurs, est-ce que je le follow? Non. Hop là, c'est fait maintenant. Et on va pas peut-être refaire tout le thread ensemble. Mais ça, c'est plus pour approfondir si vous voulez creuser après coup. Mais donc, l'idée de Squeeze, c'est... à première vue, ça fait un peu péter la tête, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Donc eux, ils appellent ça du leverage convexe. Ça, c'est si vous voulez vous la péter en soirée quand vous rencontrez un bankster. Parce qu'à ma connaissance, ils n'ont pas ça en finance classique, parce qu'ils n'ont pas vraiment les infrastructures pour le faire. Alors après, j'ai regardé vite fait, hein, donc peut-être que je me suis planté. Mais donc, c'est une exposition au carré sur les terres. Donc d'où le nom Square is, Squeeze, is exposant 2, quoi. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'ils entendent par une exposition au carré? Vous êtes exposé au carré de la variation en pourcent par rapport à votre prix d'entrée sur is. Donc pour faire les choses simples, vous rentrez sur un Ether à 1000. Le lendemain,
l'Ether, il est à 2000. Ouh, belle journée. Et il a donc fait 100% d'appréciation, sauf que vous êtes au carré, vous avez donc 1000, donc x 10. X 10, oui, je me trompe, attendez. Non, ça doit être, bah oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc c'est un levier intéressant, surtout quand ça va dans le bon sens. Maintenant, là où c'est intéressant aussi, c'est de voir que dans l'autre sens, et ça c'est un peu... en fait, moi j'ai compris pas mal de choses sur le squeeze en le comparant à un simple x2, à une exposition x2 de leverage classique. Donc si on reprend le scénario du 1000 à 2000 dans un leverage classique, alors il faut faire attention dans les leverages classiques, il y a ces notions de dépréciation de leverage en fonction des variations de prix, mais en ignorant ça, le leverage classique x2, il se fait de 1000 à 2000, vous êtes exposé 2 fois. Ah oui, pardon, oui, je me disais, putain, j'ai du mal avec les carrés. Merci les gars. Je me disais qu'il y avait un truc qui allait pas, le x10, c'était trop gros. Donc vous êtes exposé 2 fois, eh bien vous faites x2 tout simplement, en ignorant la dépréciation de leverage. Là, vous faites x4, donc après un rendement meilleur. Maintenant, juste pour avoir les bases, disons, et dans l'autre sens, on rentre sur un Ether à 1000, le truc il descend à 500, donc il perd 50%. Dans le leverage x2 classique, vous êtes liquidé, il n'y a plus d'argent. x2, divisé par 2, ploup. Dans le leverage convexe, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait vous n'êtes jamais liquidé, puisqu'il y a toujours de l'argent, mais potentiellement des miettes. Parce que vous allez vous prendre donc le mouvement négatif au carré. Donc là, en l'occurrence, ça divise par 2, vous allez diviser par 4. Mais vous allez diviser par 4. De l'autre côté, l'autre gars, il a 0. Parce qu'il s'est juste fait liquider. Donc voilà, c'est un peu plus sweet dans le négatif, mais bon, ça reste du leverage en négatif. C'est pas sympa d'être exposé avec le levier quand ça dump, hein, rassurez-vous. Mais voilà, moi je trouve que c'est un produit assez intéressant, mine de rien, assez bien foutu en termes d'implem. Et du coup, ça permet d'avoir un leverage assez élégant dans le sens où ça évite des choses, ça évite les liquidations, ça évite la dépréciation de leverage, voilà, ça offre une option assez intéressante. Alors, un truc à avoir en tête, c'est le fameux funding rate. Donc, en gros, le coût que ça coûte de maintenir une telle position est quand même plus élevé que les équivalents classiques d'options en x2. Donc c'est... Ah, pardon, je vous ai pas mis la page. Alors, l'explication technique, moi-même, je suis pas encore 100% à jour. Mais c'est vrai que, oui, là où ça devient violent, c'est qu'après, s'il commence à nous sortir un cube, ça peut donner des trucs assez violents en termes de leverage, quoi. Mais donc, ouais, c'est des positions qui n'expirent pas, quoi, perpétuelles. Faut juste couvrir le fees et je crois que c'est pas mal pour les bases. Alors, ne vous jetez pas là-dessus comme des fous. Le Cubis, j'avoue. Ah, ce serait trop drôle, le Cubis. Ah là là. Ou le Partaïs. Allez, au 5. Mais donc voilà, ça fait plaisir quand même de voir des petits produits intéressants comme ça, innovants, qui sortent un peu du juste le leverage assez classique qu'on peut connaître. C'est bien d'avoir un peu de tout, quoi. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a quand même un design space assez large pour, en gros, des produits tokenisés qui vous offrent accès à des différentes formes d'options, mais de manière plus pratique. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, ça s'est pas mal calmé depuis, mais à l'époque, il y avait le IS2X FLI, qui lui, du coup, était un leverage 2X classique, qui souffrait un peu de tous les problèmes mentionnés plus tôt, comme la dépréciation de leverage, parce que j'ai plus les stats en tête, mais c'est un leverage 2X qui a passé 95% de sa vie à 1,8 de leverage. Je sais pas exactement, mais voilà, des trucs un peu comme ça, parce qu'il y a des rebalances, et c'est un système complètement différent, quoi. Donc là, ça m'a l'air plus agile, mais il faudrait que je creuse en effet plus la dimension... probablement avec un gars comme Nolan, s'il réapparaît, je vous le cache pas, la dimension technique, implémentation de tout ça, parce que je suis sûr qu'il y a quand même des petites subtilités et des choses que lui verra, mais que je n'aurai pas forcément. Donc voilà, on va probablement en reparler, mais je voulais vous introduire ce concept aujourd'hui que je trouvais assez intéressant, avec un petit nom sympa en plus. Alors pour finir, je suis tombé sur... ce petit papier, Anne Brody, qui est donc
papier qui a été publié à l'université de Montréal en plus. Vous avez même un résumé en français. Hélas, pas le papier en français. Hop, je vous mets le lien dans le chat. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il regarde vraiment les imaginaires associés aux communautés de blockchain et plus spécifiquement Ethereum. Et donc, il va creuser un peu différentes choses. Bon, on peut regarder un peu juste la partie en FR, là, vous avez le résumé. Donc, donc, basé sur l'observation participante et du matériel publiquement accessible, l'article analyse les idéologies et imaginaires entourant Ethereum et leur articulation avec son design technique. Donc, en gros, leur conclusion très résumée. Hein. Ethereum élargit le spectre idéologique des blockchains tout en masquant certaines idéologies monétaires toujours proéminentes. Cela complique la distinction énoncée dans la littérature entre blockchain comme monnaie et blockchain comme média et souligne la nécessité d'étudier davantage les usages non monétaires des blockchains. Alors c'est vrai qu'il y a un peu un truc qui me dérange dans ce papier, c'est qu'il sépare vraiment les deux, blockchain monnaie, blockchain média. Alors pour moi les deux vont quand même assez ensemble. Mais après il y a vraiment des choses intéressantes. Alors le reste du papier est en anglais, je suis désolé pour ça. Mais il y a notamment par exemple un passage où il se pose la question... Donc moi, il y a plusieurs choses que j'aime bien dans ce papier. Je l'ai survolé en une demi-heure tout à l'heure, donc j'ai pas eu le temps de faire tout. Mais déjà, il y a toute cette interaction entre les fondamentaux techniques et l'imaginaire, et comment ça évolue entre ces deux-là. Et notamment, on connaît tous ça, mais peut-être pas tous en fait au cas où, la vision plus initiale du World Computer, et après comment on a évolué par rapport à là, et comment les narratives et les constructions même ont changé en fonction de ça. Mais après, par exemple, il part dans un truc un peu plus loin, disons, où il se pose la question, par exemple, d'un point de vue de l'imaginaire politique qui est associé au blockchain, est-ce qu'on pourrait placer Ethereum et Bitcoin sur un spectre politique par rapport, en gros, aux idéaux qu'ils évoquent, à ce qui vient avec le package, quoi. Et donc, il y a une première analyse, si vous voulez, qui est assez terre-à-terre, mais qui n'est pas non plus délirante, qui est déjà de se poser la question sur Bitcoin, avec quand même les valeurs assez libertariennes qu'il promeut, et ainsi de suite. Est-ce que, du coup, on ne peut pas se demander si Bitcoin est de droite, par exemple? Alors, bien sûr, dire que comme ça, c'est un peu... vous comprenez bien que c'est un raccourci, hein, donc pour faire l'ensemble une dernière fois pour être sûr, ce serait plutôt quelque chose du genre... les imaginaires et modèles mentaux associés à Bitcoin portent une idéologie plutôt orientée à droite. Voilà comment je le formulerais de manière plus propre. Et du coup, un peu en contre-jour de ça, il part un peu dans une dimension. Et du coup, est-ce que Ethereum ne serait pas un peu plus à gauche, puisque a priori, on a quand même une dimension plus sociale, utilitaire, humaine, dans même ce qui est fait avec les projets Ethereum. Donc voilà, je trouve que ça, c'était une réflexion assez intéressante. C'est pas forcément la vérité absolue, hein, bien sûr, mais c'est cool de voir qu'il y a de l'intérêt à ce niveau-là, que ça commence. Et donc, si vous parlez l'anglais, que vous voulez faire une petite lecture du week-end, pourquoi pas. Je vous ai mis le lien dans le chat, et je pense que vous n'en ressortirez pas plus bête. Ah, j'adore. Alors, Potato Paying, j'ai toujours pensé que la crypto-blockchain était une technologie de gauche utilisée massivement par des gens de droite. Il suffit de voir la commu française. Ouais, intéressant. Moi, je sais pas. Alors, en termes d'idéologie, je pense que c'est assez clair que, par exemple, les bitcoins, notamment Maxi, ont un biais à la droite, / à l'extrême droite. Ça, il suffit de suivre un peu sur Twitter ce qui se passe pour le voir à l'œuvre. Donc là, je pense qu'en effet, c'est probablement le cas. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils sont représentatifs de la communauté et ainsi de suite. Ça, pas forcément. Et après, il y a aussi toute cette dimension de... concrètement... en fait, il faut comprendre que l'auteur, là, il ne juge pas par rapport à les gens qui aiment Ethereum, ils pensent ça, et les gens qui aiment Bitcoin, ils pensent ça. Il essaie plus d'analyser le protocole en lui-même, les choix techniques qui ont été faits, et quel genre de conséquences ça va avoir sur les gens que ça peut attirer, qui peuvent raisonner avec cette blockchain. Et donc là, je pense qu'à ce niveau-là, en effet, les terrains glissants, dit-on. Oh là 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 là, ça m'énerve. On met le mot religion ou politique et tout le monde se pisse dessus.
Mais voilà, bon bref, vous réfléchissez par vous-même, vous lisez le papier, je vais pas vous faire un récap comme ça d'un truc qui se lit en un peu plus de temps. Mais voilà, c'est juste cette idée de réfléchir à... On va le mettre comme ça. La technique n'est jamais neutre, ok? Un choix technique vient avec des conséquences, conscientes ou non, implicites ou explicites, sur l'imaginaire qui va être développé associé à cette technologie. Maintenant, on peut faire comme si ça n'existait pas et mettre sa tête sous la terre comme une autruche, ou alors, on peut analyser ça. Je vous dis pas que ce papier, c'est la Bible là-dessus. Je vous dis juste que c'est la première fois que je vois un tel papier popper dans mon fameux champ. Donc, bien sûr, je vous le mentionne. On en discute un peu. Et voilà. Ça me semble pas mal. Après, ah, le lien du papier, pardon. Je vous l'ai pas mis, mais quel sauvage. Ah, si, il est un peu plus haut. Mais tiens, vas-y, je te l'ai remis dans le chat. Alors, euh, après, oui, je pense qu'il faut être conscient quand même qu'il y a. Alors après, c'est ça le truc, c'est des communautés assez vastes. Mais on pourrait dire qu'il y a même un. Alors, en tout cas, à un certain moment, il y avait un idéal anarchiste même, un techno, crypto-anarchiste assez fort dans Ethereum. Donc à ce niveau-là, oui, on peut le placer comme quelque chose au niveau social, puisque ça devient un outil potentiellement. Bien sûr, on est dans la catégorisation théorique, disons, mais ça devient un outil qui peut servir à la réappropriation et à la redéfinition des règles par une partie de la population, potentiellement contre, non pas contre, avec, mais de concert, et pas avec un flingue sur la tempe, un peu comme c'est actuellement. Voilà, c'est une idée de rééquilibrer la balance sociale. Moi, c'est ça que je vois à terme. Rééquilibrer la balance sociale, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une situation où au final, la capacité d'expression politique d'un individu donné est proche de zéro et la plus basse qu'elle a jamais été. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, comment, à partir de là, on se mobilise autrement pour se réapproprier ces questions-là? Après, voilà, encore une fois, et juste pour être sûr là-dessus, l'idée, c'est pas de dire ça c'est gauche, ça c'est droite, ça c'est bien, ça c'est pas bien, chacun a ses visions là-dessus, mais c'est vraiment de réfléchir aux imaginaires charriés par les choix techniques. Voilà, pas plus compliqué que ça. Hop. Du coup, voilà, c'était mon petit papier pour la fin, pour élargir un peu tout ça. Si vous avez des questions, je vais rester encore un peu, prendre les questions tranquillement. Et hop, je regarde si dans le chat, j'ai pas raté trop de trucs. Ah, Arem, je viens de voir, comment peut-on en discuter si tu parlais du papier? Bah, ça, c'est le genre de truc, hein, si tu le lis, tu prends le temps de te poser et de le lire et que tu as un avis que tu veux partager là-dessus, n'hésite pas à faire un thread sur DeFi France, par exemple. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui seront intéressés. Je connais pas Samer Hassan, P2P Models. Attends, on va regarder ça. Ce que j'ai bien aimé dans cette recherche, c'est que, hop là, pour une fois, on est sur un truc, un académique, un universitaire qui a regardé de la crypto, de la DeFi, de la blockchain, mais qui regarde la dimension culturelle, communautaire et ainsi de suite, quoi. Ouais, d'accord, donc lui, il est vraiment plus... Ah, Madrid, intéressant. Il est plus sur les tokenomics, ça. Et alors, Amouzo, c'est intéressant le point que tu soulèves, parce que, en fait, tout début de l'année dernière, j'avais publié un article que moi je trouvais très sombre. Et c'est marrant, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps. Et en fait, je parlais exactement de ça, que je sentais déjà à l'époque une orientation vers ce que j'appelle moi du techno-féodalisme. Bon, je suis pas le seul à appeler ça comme ça, hein. Je trouvais que c'était le terme qui décrivait le mieux cette nouvelle réalité.
où, en gros, tu as vraiment, en effet, comme tu le soulignes, l'expertise, la capacité... Pardon, je vous ai mis le lien en anglais, mais oh là là. L'expertise, la capacité technique devient un des facteurs qui gouverne le plus la capacité d'un individu à s'extraire dans sa vie individuelle. S'extraire de qui, qu'on se comprenne bien, hein. S'extraire de l'influence des forces qui censurent, donc des États ou des choses comme ça. Puis, allez, et là, puisque c'est fin de live, je vais être bourrin. C'est quoi un sovereign individual? C'est quelqu'un qui, en gros, on pourrait le considérer comme un État. C'est ça le stade ultime du sovereign individual. C'est en gros le mec, il est plus fort qu'un État, il en a rien à foutre. C'est des gars à la Musk ou des choses comme ça. Ça, c'est un peu l'extrême horrible du spectre. Puisque si vous allez jusqu'au bout du sovereign individual, il s'est extrait de choses comme même le système judiciaire. Mais ça, après, c'est assez factuel. Je sais que ça fait peur aux gens, mais à partir du moment où vous avez un certain niveau de richesse, la justice ne vous traite plus de la même manière qu'une personne lambda. Donc ça, c'est dur à entendre, ça détruit nos idéaux, mais c'est déjà le cas. Mais là, sur cet article, je vais plus sur la question de... Vraiment, en gros, la place que prend la technologie dans nos vies et comment, en fait, une maîtrise de cette technologie, en fait, devient à peu près une des manières les plus fiables et peut-être à terme la seule manière de s'émanciper et de réellement rester en contrôle. Donc voilà, ça c'était ce petit article sur l'individu souverain, ça m'avait fait penser à ça, un peu cette discussion. Euh, mais, euh, mais ouais, du coup, n'hésitez pas à le lire, à me donner votre avis, si vous l'avez lu, parce qu'il n'avait pas été très 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 lu à l'époque, mais moi je sais pas, il m'avait intéressé cet article, j'avais bien aimé l'écrire. Et sur ce, voilà, cette petite conclusion un peu philo-sociologique, je crois que euh, qu'on va peut-être s'arrêter là avec les petites dernières questions. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Sébastien? La next step serait d'étudier quantitativement le rôle de la culture Ethereum dans l'expansion du réseau. Oh là, de la Mel Café, là. Hmm. Ah oui, c'est Damasio qui développe le techno-cocon, ok. Tout le monde veut le VE aussi, oui, pourquoi pas. Euh, pour l'Union, ça a l'air assez propre. Fais gaffe, il y a quand même des frais, hein. Mais si tu as un petit holder de CVX qui a priori veut composer, pourquoi pas. Mais ouais, bon, c'est pas. Je sais plus quel est le frais exact, donc vérifie ça. Euh, VE Sri peut-être quand je me serai plus documenté, quand ça sort, tout ça. Euh, ah oui, j'aime assez bien ton idée, Sébastien. Donc en gros, est-ce que comment dire, la culture d'Ethereum avait un impact au-delà de l'impact un peu mécanique de Melcafelos, quoi? Ça, après, ça serait dur à percevoir, tu vois. Et je me demande si justement l'impact, il n'est pas probablement plus quantitatif que qualitatif. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui font tourner des nœuds Ethereum, ils le font pour des raisons qui sont quand même assez idéologiques, politiques, et une motivation qui dépasse euh, la spéculation ou juste le côté purement financier. Euh, et donc la réponse à ça, je pense, elle se situe pas mal du côté de la culture. Ouais. Euh, voilà, voilà, je crois que c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc désolé, c'est peut-être pas aussi engagé que d'habitude, mais je suis encore un peu faiblard. Mais on se retrouve alors semaine prochaine. Je sais même pas quel jour encore. Je vous dirai sur Twitter. Suivez-moi. Je sais pas si je vais garder mercredi, mardi, jeudi. Je suis un peu perdu dans les ondes temporelles en ce moment. Mais voilà. Suivez sur Twitter. Je vous l'annoncerai en avance. Ça sera probablement un peu plus DeFi. Il y a quelques sujets déjà que j'avais mis de côté, qu'on n'a pas pu creuser aujourd'hui. Et notamment, bien sûr, les derniers développements des Curve Wars. Et on a un nouveau round qui commence demain, côté Votium. Et oui, AP Wine, ça aussi, il y a un marathon prévu avec les gars d'AP Wine. On a dû le retarder un peu parce que niveau timing, c'était pas top, ni pour eux, ni pour moi, mais ça arrive. C'est toujours prévu, Joe Hayes, t'en fais pas.
Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Le replay il sera sur YouTube prochainement, comme d'habitude. Et on se retrouve d'ici la semaine pro pour un live a priori DeFi, je pense. Voilà, passez une belle soirée. À bientôt.